Je suis très heureux de vous retrouver pour cette audition sur les mesures de soutien et de relance de notre économie dans cette période de crise sanitaire qui persiste et de crise économique qui, je le rappelle, est la plus importante que la France ait eue. Beaucoup l'oublient, mais les chiffres de récession, nous n'en avons pas connu d'aussi graves depuis des décennies, ce qui explique aussi les niveaux d'endettement auxquels nous sommes parvenus et les mesures exceptionnelles que nous avons prises avec le Président de la République et le Premier ministre depuis le début de cette crise. Nous avons aujourd'hui des chiffres sanitaires qui restent préoccupants, comme vous le savez. Nous aurons des décisions à prendre avec le Premier ministre et le Président de la République dans les jours qui viennent. Je tiens simplement à rappeler que rien n'est arrêté, que nous suivons l'évolution de la situation épidémique au jour le jour pour prendre les meilleures décisions le moment venu en fonction de cette situation épidémique et de la nécessité aussi de protéger les Français contre les conséquences de la crise économique. Pour garder du temps pour les questions que vous aurez à me poser, je voudrais simplement passer des messages très simples sur la stratégie qui a été la nôtre depuis le premier jour de cette crise, parce que je crois qu'elle se traduit par beaucoup de lisibilité et beaucoup de constance. La lisibilité, elle repose sur un choix qui a été fait par d'autres pays européens, de protection de tous les salariés et de toutes nos entreprises depuis le premier jour de cette crise. Et je le dis comme ministre de l'économie et des finances, c'est un choix qui n'était pas évident à faire, mais que nous avons fait en faisant tout simplement un bilan des coûts et des avantages de cette stratégie. Le coût de cette stratégie, c'est de la dépense d'argent public, bien entendu, mais un coût, j'y reviendrai, qui est modéré étant donné la situation des taux d'intérêt. L'énorme avantage, c'est que nous préservons des compétences que la France a mis des années à acquérir et nous évitons tout simplement un tsunami de faillites. Nous avons eu en 2020 moins de faillites qu'en 2019, alors même que nous étions confrontés à la plus grave crise économique depuis 1929. 35 000 faillites en 2020, près de 50 000 en 2019. Donc le choix stratégique, il est là. Qu'est-ce qui est le plus coûteux ? Avoir des millions de chômeurs supplémentaires et des dizaines de milliers de faillites qui nous auraient fait perdre des compétences extrêmement difficiles à acquérir, des technologies extrêmement difficiles à protéger, ou au contraire, emprunter de l'argent public pour pouvoir protéger nos salariés et nos entreprises. Nous avons fait ce second choix, protéger nos salariés, nos entreprises, nos compétences. Je pense que c'est plus juste, mais je pense aussi que c'est plus efficace économiquement, car cela nous permettra de rebondir plus rapidement lorsque la crise sanitaire sera derrière nous. Pour vous donner mon évaluation des mois à venir, je veux aussi vous dire que malgré les jours difficiles dans lesquels nous sommes, malgré la lassitude des Français, que je comprends, malgré l'épuisement qui est lié à ces restrictions sanitaires, au couvre-feu à 18 h, qui n'est pas une mesure anodine, c'est une mesure qui pèse sur la vie de chacun, je suis convaincu que dans la deuxième partie de l'année 2021, une fois que nous aurons, je l'espère, la crise sanitaire derrière nous, que la vaccination aura produit tout son effet, la France montrera des capacités de rebond économique exceptionnelles. J'en suis convaincu. Et je veux dire à tous les Français qui nous écoutent, oui, le moment que nous traversons est particulièrement difficile. J'ai toujours indiqué depuis la fin de l'année dernière que ces premières semaines et ces premiers mois de 2021 seraient durs. Mais nous avons devant nous, dans les mois qui viennent, d'ici la fin de l'année, la perspective d'un vrai redressement économique. Et notre responsabilité est à la fois de protéger les secteurs qui sont les plus touchés par la crise et dans le même temps de préparer ce rebond de l'économie française en engageant immédiatement, sans délai, les mesures de relance que nous avons déjà définies et adoptées au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Ces deux volets de protection et de relance sont d'autant plus indispensables
que l'économie française aujourd'hui, ce n'est pas une économie, c'est deux économies. Vous avez une économie qui est très durement touchée par la crise. Vous avez des secteurs qui sont fermés, des restaurants, des bars. Vous avez des établissements qui tournent avec 10, 20, 30% de taux de remplissage pour les hôtels. Vous avez des secteurs comme l'événementiel, le sport, la culture, qui sont sinistrés et qui souffrent terriblement, et qui souffrent encore plus de l'absence de perspective, parce que nous ne pouvons pas donner de calendrier et qu'il ne serait pas raisonnable de donner de calendrier. C'est cette économie-là qu'il faut aider en priorité et qui doit savoir qu'aussi longtemps que la crise durera, nous serons là. Et elle pourra bénéficier des mesures de protection sur lesquelles je reviendrai. Et puis vous avez une deuxième économie qu'il ne faut pas oublier, parce que, évidemment, on en parle moins, mais c'est l'économie qui marche bien. C'est le secteur du luxe qui commence à rebondir, c'est l'agroalimentaire, c'est le bâtiment, c'est les travaux publics qui ont embauché 20 000 personnes de plus l'année dernière qui ne l'avaient embauché précédemment. C'est les 485 000 apprentis qui ont été embauchés dans ces secteurs en 2020, soit le meilleur chiffre que nous ayons obtenu en termes d'apprentissage depuis des années. Donc ne parlons pas de l'économie française globalement. La réalité de l'économie française, c'est deux économies très différentes. L'une qui est très durement touchée par la crise sanitaire, l'autre qui a déjà commencé à rebondir et qui doit être accompagnée également pour rebondir encore plus fort et créer les emplois dont nous avons besoin. S'agissant du volet de protection, il repose depuis le premier jour sur 4 dispositifs que nous adaptons et qui sont les 4 piliers de la protection économique de la France. Le premier, c'est le fonds de solidarité. Nous n'avons cessé de le faire évoluer. C'était à l'origine un fonds universel protégeant tous les secteurs de l'économie. Nous l'avons fait évoluer pour se concentrer sur les secteurs qui sont les plus touchés, l'hôtellerie, les cafés, la restauration, le monde du tourisme, et pour l'élargir vers des entreprises de taille plus importante. Car chacun voit bien qu'un groupe de restaurateurs dans une ville comme Lyon ou dans une ville comme Paris, dans une grande métropole, un restaurateur qui avait 3 ou 4 établissements, les premiers mois de la crise, il peut tenir parce qu'il a des réserves financières, il a de la trésorerie. Mais au fur et à mesure que la crise économique s'installe dans la durée et que les mesures de restriction sanitaire s'installent dans la durée, lui aussi a besoin de soutien. J'ai annoncé hier que nous allions débloquer un prêt garanti par l'État de près d'1 demi-milliard d'euros pour Accor Invest. Accor Invest, au mois de mars ou avril 2020, n'avait pas besoin de cet argent, de cette trésorerie, tout simplement parce qu'il y avait l'été devant, des perspectives de reprise. Mais maintenant que nous nous installons dans une crise de longue durée, même des groupes comme Accor Invest ont besoin du soutien de l'État. Donc nous avons fait évoluer le fonds de solidarité qui a représenté 13 milliards d'euros de dépenses en 2020 et qui a concerné près de 2 millions d'entreprises, principalement des très petites entreprises et des PME. C'est dire si ce fonds de solidarité a été un des piliers absolument essentiels de la réponse à la crise, et il reste aujourd'hui un des piliers essentiels de la réponse à la crise. C'est la raison pour laquelle, je le redis, nous n'avons cessé de l'adapter et d'augmenter aussi les indemnités qu'il verse pour protéger les secteurs concernés. Le deuxième volet de protection, c'est l'activité partielle, 28 milliards d'euros dépensés en 2020, qui ont concerné jusqu'à 8 millions de salariés au moment où le dispositif a été le plus développé. Je rappelle que lors de la précédente crise, nous n'avions pas adopté ces dispositifs d'indemnisation du chômage partiel. Et que, alors même que la France avait été un peu moins touchée que son voisin allemand, elle avait eu plus de chômeurs parce qu'elle ne disposait pas de ce filet de sécurité avec le chômage partiel. Je pense que nous avons tiré toutes les leçons de la crise de 2008-2009 en mettant en place le dispositif d'activité partielle qui est le plus généreux en Europe, le plus protecteur en Europe, et qui nous a évité des vagues entières de licenciements au cours des mois passés. Le troisième pilier, c'est le prêt garanti par l'État. 135 milliards d'euros ont été décaissés. Ils ont concerné 650 000 entreprises et je rappelle qu'ils continuent à faire l'objet de sollicitations de la part de certains secteurs qui sont les plus touchés. C'est dire si là aussi c'est un pilier essentiel. Je tiens à dire sur ces prêts garantis par l'État
que nous avons obtenu des banques françaises, et je tiens à les en remercier parce qu'elles ont fait preuve de sens des responsabilités, que la durée totale de 6 ans qui comprend l'amortissement complet du prêt garanti par l'État puisse s'entendre non pas une année plus 5, avec le début du remboursement du capital au bout d'un an, mais 2 années plus 4. Il est donc possible, et c'est désormais un droit, pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui souhaitent décaler le premier remboursement de leur prêt garanti par l'État d'1 an supplémentaire, chacune a la possibilité de le faire. Une PME, une ETI qui a emprunté 150 000, 200 000, 300 000 euros en mars ou en avril 2020 et qui aurait dû commencer à rembourser son capital à partir de mars ou avril 2021 pourra de droit, je dis bien de droit, le rembourser à partir de mars ou avril 2022. Alors vous me direz que cela renforce le poids des échéances qui ne se calculent plus sur 4 ans, sur 5 ans, mais sur 4 ans. Je suis prêt à regarder pour certains secteurs qui continuent à être les plus touchés par la crise et pour lesquels les montants des prêts sont les plus importants, si un échéancier plus étendu serait possible. J'engagerai les discussions avec la Commission européenne pour étudier, dans certains secteurs spécifiques, si cet étalement est envisageable. Je donne un exemple dont j'ai parlé déjà avec le président Reynal, c'est l'aéronautique. Vous avez des PME qui ont engagé des prêts garantis par l'État très importants, qui se chiffrent parfois en millions d'euros, qui voient arriver ces échéances avec beaucoup d'inquiétude et qui avaient tablé sur une reprise du trafic aérien dans les mois qui viennent. Chacun voit bien que la persistance de la crise sanitaire et la mutation du virus éloignent encore davantage le retour à la normale du trafic aérien. Il me paraît donc légitime de tenir compte de cette réalité sanitaire pour étudier avec la Commission européenne, dans le secteur aéronautique, pour les sous-traitants qui sont aujourd'hui les plus menacés, un étalement plus long du prêt garanti par l'État. Je m'engage, comme je l'ai fait à Toulouse, à étudier cet étalement pour le secteur de l'aéronautique avec la Commission européenne. C'est très important parce que derrière, c'est des compétences hors normes qui sont en jeu. C'est des ouvriers qualifiés, c'est des ingénieurs, c'est des savoir-faire que nous avons mis des années à acquérir et rien ne serait pire que de voir des entreprises sous-traitantes de l'industrie aéronautique fermées parce que nous ne leur aurions pas donné un bol d'air financier supplémentaire. Enfin, le dernier instrument de cette protection, ce sont les exonérations de charges qui ont représenté 4 milliards d'euros en 2020. Je pense que ce qui a fait la force et l'efficacité de la réponse économique française à la crise, c'est la simplicité de ces dispositifs, c'est l'adaptation de ces dispositifs au fur et à mesure de la crise pour qu'ils répondent aux besoins des entreprises, et c'est en troisième lieu la certitude pour les entreprises que nous maintiendrons ces dispositifs aussi longtemps que cela sera nécessaire. Cette stratégie a été efficace, nous n'en changerons pas. Nous maintiendrons ces 4 dispositifs, nous continuerons à les adapter à la réalité de la crise économique et nous donnons la certitude au monde économique qu'ils seront maintenus aussi longtemps que cela sera nécessaire. Je rappelle que ces dispositifs ont également permis de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Vous avez d'un côté une perte de PNB qui est de l'ordre de 10 ou 11 points. On dit 11 points. Il est probable que nous puissions réviser dans un sens plus favorable les chiffres de la récession pour 2020, qui sera sans doute moindre que les moins 11% que nous avions annoncés, grâce aux capacités de redressement de l'économie française au 3e trimestre et au mois de décembre. Enfin, il reste que c'est une récession très violente. Au regard de ces moins 11%, vous mettez la stabilité du pouvoir d'achat des Français. C'est bien la preuve que ces dispositifs ont été efficaces. Je n'oublie pas néanmoins, car croyez-moi, avec mes équipes, nous regardons tout cela chaque jour avec la plus grande attention, que là aussi, ce chiffre de stabilité du pouvoir d'achat cache des situations très différentes. Que les 100 milliards d'euros d'épargne qui ont été mis de côté par les Français au cours de l'année 2020 cachent des situations très différentes.
et qu'il y a pour des centaines de milliers de Français, des millions de nos compatriotes qui sont les plus fragiles, les moins qualifiés, qui ont perdu leur emploi, des situations qui sont extraordinairement difficiles. Et que nous sommes tout à fait prêts, je pense à ce qui concerne les jeunes étudiants, je pense à ce qui concerne les femmes seules, aux personnes qui sont très peu qualifiées. S'il y a besoin, le moment venu, de mesures de soutien complémentaires, parce que derrière la réalité de ces chiffres globaux, il y a des situations individuelles très différentes, et nous en avons conscience. Donc s'il y a besoin, à un moment donné, de mesures complémentaires pour ces personnes qui sont les plus touchées par la crise, qui sont les premières victimes, et qui sont souvent celles qu'on entend le moins, nous sommes évidemment ouverts à des mesures complémentaires pour ces personnes-là. Ces mesures seront donc maintenues. Elles ont un coût sur les finances publiques que vous connaissez, avec un niveau de dette qui approche les 120% de notre richesse nationale. Je veux profiter de cette audition pour dire que les Français n'ont pas d'inquiétude à avoir sur le financement de notre dette. Et je veux juste donner à l'appui de cette affirmation quelques chiffres. S'agissant du financement sur le marché de la levée de dette, nous avons levé en 2020 290 milliards d'euros de dette à moyen et long terme. Le taux moyen de ces 290 milliards d'euros de dette à moyen et long terme a été de moins 0,14%. Nous empruntons à taux négatif. La dernière levée de dette que nous avons faite sur les marchés pour les obligations du Trésor à 10 ans était à moins 0,33%. Nous avons fait une levée de dette la semaine dernière sur une maturité exceptionnelle à 50 ans. Nous avons demandé 7 milliards d'euros. Nous avons eu un livre d'ordre à 75 milliards d'euros, c'est-à-dire plus de 10 fois ce dont nous avions besoin en termes de financement. Et le taux d'intérêt était à 0,59%. J'imagine que les ménages français qui nous écoutent aimeraient pouvoir emprunter de l'argent pour leur logement à 0,59% à maturité de 50 ans. Tout cela pour dire que nous n'avons pas de difficulté de financement, que les taux restent très bas, ils sont négatifs pour les échéances à 10 ans, et que le taux moyen de moins 0,14 est inférieur de 20 points de base au taux moyen de 2019, qui s'établissait à plus 0,11%. Moins 0,14 taux moyen en 2020, plus 0,11 taux moyen en 2019, 20 points de base supérieurs en 2019 par rapport à 2020. Dernier élément d'analyse, et pardon pour tous ces chiffres, mais je pense qu'ils sont importants pour éclairer la Commission. Nous avons aujourd'hui l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne, le spread, qui est le plus bas de ces dernières années. J'insiste simplement au passage pour dire que si nous avons des taux aussi bas et une signature aussi crédible, c'est que la France s'engage sans aucune ambiguïté à rembourser sa dette et que rien ne serait plus dommageable à la qualité de la signature française que de laisser entendre que nous pourrions ne pas rembourser notre dette. Nous rembourserons notre dette. Nous la rembourserons le moment venu, c'est-à-dire lorsque la crise sanitaire sera derrière nous. Nous la rembourserons par une croissance qui sera de retour, je l'espère, d'ici la fin de l'année 2021, avec une capacité de rebond, je le redis, qui est très puissante dans l'économie française. Nous la rembourserons par la maîtrise des finances publiques, qui devra revenir d'actualité lorsque les circonstances économiques nous le permettront. Et nous la rembourserons, vous connaissez ma conviction sur ce sujet, par un certain nombre de mesures structurelles qui doivent rendre notre modèle social plus soutenable du point de vue financier. Je pense en particulier à la question des retraites. J'insiste enfin pour dire que ce choix de protection est un choix qui a été fait par tous les États européens. C'est un choix collectif. Et ce qui fait aussi la solidité et la crédibilité des décisions que nous avons prises, c'est qu'elles ont été prises en coordination étroite avec les autres partenaires européens, en particulier l'Allemagne. D'un autre côté, nous devons aussi préparer le rebond de l'économie française avec la relance. Quelques mots sur la relance. La première chose sur laquelle je veux insister, c'est que nous n'avons pas attendu le début de l'année 2021 pour engager la relance. Les crédits sont déjà engagés depuis la fin 2020. Nous avons
engagé 10 milliards d'euros de crédit sur les 100 milliards d'euros du plan de relance en 2020 et 9 plaisir de recapitaliser la SNCF pour qu'elle puisse financer son plan fret, financer les rénovations de lignes et donc moderniser cet équipement d'un grand service public auquel nous sommes tous, je pense, très attachés. Il y a également dans ces décaissements le plan de soutien aux jeunes, les mesures de soutien à l'apprentissage qui ont montré leur efficacité. Je le rappelle, près d'1,5 million d'apprentis qui ont été embauchés en 2020. La rénovation des logements privés avec MaPrimeRénov' qui démarre très fortement. Et la transformation de notre industrie avec en particulier le plan de digitalisation des PME qui est absolument indispensable pour rattraper notre retard. Nous avions prévu 280 millions d'euros grâce à un crédit d'impôt pour la digitalisation des PME. Je rappelle que nous aurons sans doute 800 millions d'euros de crédits décaissés sur la digitalisation des PME, tellement l'appel a été suivi de propositions de la part des PME qui étaient en attente de ce type de dispositif. La deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est que cette relance est clé pour transformer notre modèle économique et réussir la décarbonation. Elle est clé aussi pour ouvrir de nouvelles filières et de nouvelles chaînes de valeur en France. C'est un enjeu absolument stratégique. La France s'est trop reposée sur ses lauriers. Elle avait 3-4 grandes filières industrielles qui lui permettaient d'avoir un excédent commercial sur ses seules filières, mais un déficit commercial global. Et elle n'a pas su renouveler ses filières de valeur. Elle n'a pas su renouveler ses chaînes de valeur. C'est une erreur stratégique qui a été commise depuis des années. C'est très bien d'avoir une filière du luxe qui se porte très bien, tant mieux, c'est un motif de fierté nationale. C'est très bien d'avoir une industrie agroalimentaire puissante, l'ancien ministre de l'Agriculture que je suis y est profondément attaché. C'est très bien d'avoir une filière viticole qui est très puissante et une filière aéronautique qui fait partie, avec Boeing, des filières aéronautiques les plus avancées et les plus pertinentes du globe. Simplement, quand vous avez un virus qui empêche les avions de voler, votre filière aéronautique est en grande difficulté. Quand vous avez des sanctions américaines sur le vin, votre filière viticole est en grande difficulté. Et au bout du compte, il ne vous reste plus quasiment que la filière du luxe pour apporter des excédents commerciaux à la France. Il est irresponsable de faire reposer la croissance française et nos capacités d'excédent commercial uniquement sur des filières qui ont toutes 10, 20 ou 30 ans d'existence. Il faut savoir renouveler ces filières, les valoriser parce qu'elles sont exceptionnelles et qu'elles sont un motif de fierté, mais ouvrir de nouvelles filières et de nouvelles chaînes de valeur pour la France. Je pense évidemment à tout le domaine de la santé, des biotechnologies, de l'immunothérapie. Je pense qu'on pourra en reparler parce que c'est aussi peut-être une des leçons qu'on peut tirer de ce qui s'est passé en France récemment. Je pense au calcul quantique, je pense à l'hydrogène, je pense aux batteries électriques. Toutes ces filières et toutes ces chaînes de valeur vont nous permettre de recréer des capacités de création de richesses dans notre pays. Et c'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant qu'il faut investir si nous voulons qu'à la sortie de la crise, nous puissions avoir une économie qui soit plus compétitive et plus décarbonée. Et c'est bien notre objectif, grâce à ce plan de relance, avoir une économie plus compétitive et plus décarbonée. Troisième et dernière remarque que je tiens à faire, je vois que certains me disent « mais 100 milliards d'euros, ce n'est pas assez, il faudrait rajouter un deuxième plan de relance à 100 milliards d'euros ». Je vais vous dire, essayons déjà de décaisser le maximum de ces 100 milliards d'euros du plan de relance dès 2021. C'est un défi considérable, parce que vous êtes tous ici des élus locaux, comme je le suis moi-même, et que vous savez qu'entre l'annonce du crédit et le moment où il va réellement à l'entreprise qui en a besoin, il faut que le dossier soit instruit, il faut qu'il y ait eu un appel d'offres, il faut que l'argent arrive jusqu'à l'intermédiaire qui peut être par exemple la banque publique d'investissement, et puis il faut qu'il aille de la banque publique d'investissement jusqu'à l'entreprise. Ça peut prendre beaucoup de temps, et parfois trop de temps. Mon obsession est la bonne exécution du plan de relance. J'y consacre beaucoup de temps, chaque semaine, avec mes équipes. L'essentiel aujourd'hui est d'abord de décaisser ces 100 milliards d'euros le plus rapidement possible. Je le redis, si nous voyons que
les conditions continuent de se dégrader, qu'il peut y avoir besoin ici ou là de mesures complémentaires pour ceux qui sont le plus touchés par la crise, nous sommes ouverts à toutes les propositions. Mais je pense que quand on gère une crise aussi importante que celle-là, il faut avoir des priorités. Ma priorité est la bonne exécution du plan de relance qui a été adopté par le Parlement, le décaissement le plus rapide possible de ces 100 milliards d'euros. Mon objectif est d'avoir décaissé au minimum, je dis bien au minimum, 40 milliards sur les 100 milliards d'ici la fin de l'année 2021. Merci, Monsieur le ministre. Avant de donner la parole à l'ensemble de nos collègues, je me tourne vers le rapporteur général pour quelques premières questions ou observations. Oui, merci Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre. Moi, j'apprécie la prestation que vous venez de faire. J'apprécie le volontarisme que vous déployez et je fais partie de ceux, comme beaucoup, qui ont soutenu le gouvernement. Et je ne veux donc pas ni doucher votre optimisme et parfois même votre enthousiasme. Je comprends que dans des situations difficiles, il y a aussi des positions à tenir et il y a des lignes, notamment au niveau de la confiance de l'opinion, des acteurs économiques et aujourd'hui même de l'Europe. Je crois néanmoins, et je vais l'illustrer par quelques questions plus précises, que nous avons collectivement, et puisque vous êtes aux affaires, nous avons un devoir de lucidité de la situation et de vérité à l'endroit des Français. La lucidité, c'est pour moi de faire attention à ce que l'enthousiasme ne soit pas trop débordant, d'un argent qu'aujourd'hui, y compris à vous entendre, ce serait de l'argent facile. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est la valse des milliards, il pleut des milliards, l'argent ne coûte pas puisqu'on emprunte même à des taux négatifs, on emprunte à 50 ans avec des taux exceptionnels, enfin je pense qu'ils sont aussi des taux variables. Et hier, avant la crise sanitaire, le monde était différent. Donc je pense que la vérité est entre les deux et c'est la raison pour laquelle je pense que nous devons à la fois afficher et affirmer une volonté dans une crise sanitaire planétaire. On pensait qu'il y aurait un épisode, et quand, y compris sur le terrain, ici, on disait mais il y aura peut-être un deuxième épisode. Non, non, que nenni, c'est pas 2, c'est 3, et on voit les difficultés de la vaccination. Et aujourd'hui, vous l'avez dit dans vos propos, vous dites quand la vaccination aura produit ses effets, ce que tout le monde souhaite. Et donc, je pense qu'il faut aussi tracer des perspectives sur les efforts qui sont aujourd'hui consentis collectivement, parce que les États, c'est des finances publiques, mais c'est aussi des contributions. Et les contributions, elles sont acquittées par un certain nombre d'acteurs avec des parts variables. Vous avez dit très subtilement dans les mots qu'il faudrait envisager des réformes, et notamment sur les retraites, vous l'avez évoqué. Je pense effectivement qu'il y a un temps pour tout. Il est encore certainement trop tôt pour être précis. Mais je pense que nous serons attendus collectivement sur ce devoir de vérité, que ce soit sur la manière dont, dans un premier temps, on accompagne, et ensuite la manière dont, ensemble, on s'acquittera de cet effort exceptionnel qui, à mon avis, engendrera, que ça plaise ou non, des efforts exceptionnels, notamment de celles et ceux qui seront le plus en capacité de le faire sans freiner le développement économique. Voilà, je crois que nous ne pouvons pas dire autre chose parce que nous n'avons pas le droit, en tous les cas moi je ne veux pas berner les Français, je pense que vous non plus, et nous avons donc cette exigence de vérité. Alors je vais maintenant rapidement, mais si vous voulez, Monsieur le Ministre, je pense que les chiffres sont une chose, ils sont têtus et ils sont la réalité du quotidien, et je pense qu'on a aussi besoin de temps en temps, et vous nous donnez aujourd'hui l'occasion, y compris par votre propos liminaire, d'échanger peut-être plus en direct et en face à face sur l'état d'esprit des Français dont vous mesurez, je crois, à la fois le doute et le souhait pour eux de voir une sortie du tunnel avec une véritable perspective. Et le climat actuel est un peu complexe pour trouver cette lumière au bout du tunnel. Je voulais revenir très rapidement, vous avez abordé les prêts garantis par l'État.
je pense que vous avez donné un certain nombre d'éléments de réponse. Moi, je propose en tous les cas que des informations claires soient données aux entreprises lorsqu'elles vont faire bouger le 1 plus 5 en 2 plus 4. Et les informations claires, c'est vous en êtes où, qu'est-ce que vous décaissez, ça vous coûte combien, parce que vous savez que c'est parfois aussi une manière de mettre la poussière sous le tapis. Et puis, comme chaque année, plus ça dure, je dirais, plus le montant est important à rembourser. Donc, il faut faire attention que ce ne soit pas dans 2 ou 3 ans un frein. Ce matin, le gouverneur de la Banque de France nous disait qu'il estimait entre 4,5 et 6% des entreprises qui pourraient connaître des illusions pour notre économie avec ce changement. Voilà. Donc moi, je pense, en tout cas, et puis il peut y avoir un petit sujet également. La question, c'est est-ce que vous envisagez, alors vous avez dit on peut aménager, mais éventuellement de convertir certains PGE en subventions. Sur le fonds de solidarité, vous avez dit beaucoup de choses. Moi, je vais ajouter un élément non pas technique. Monsieur le ministre, dans le fonds de solidarité, on a fait ici au Sénat une proposition de loi sur un partenariat public-privé avec le monde de l'assurance pour essayer de garantir les frais fixes des entreprises. Vous avez été enthousiaste, puis j'ai cru comprendre, enfin en tous les cas vous avez fait déclaration, considérant que le dossier était bouclé et qu'on n'en parlait plus. Je vous invite à reconsidérer votre position, je pense, parce que finalement, nous aurons besoin de trouver des solutions. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais je trouve, en tous les cas en plus, que c'est une forme un peu de mépris à l'endroit et du monde de l'entreprise et des parlementaires. Troisième élément, troisième question sur les prêts participatifs. Lors de l'examen du PLF, le gouvernement nous avait assuré qu'il était sur le point de trouver un accord sur les prêts participatifs avec la Commission européenne pour le mois de décembre. À ce stade, ce n'est toujours pas le cas. Donc, pouvez-vous nous dire où en sont les discussions, quels sont les points à trancher? Sur le plan de relance, si j'ai bien tenu mes comptes, le PLF 2021 prévoyait 14 milliards d'euros devant être dégagés dès 2020. Le 21 janvier, vous avez fait état de 11 milliards, tout à l'heure de 10 au titre de 2020. Pouvez-vous nous indiquer quels dispositifs dans les prévisions n'ont pas été confirmés? Enfin, je terminerai par la territorialisation, parce que je pense que c'est également un sujet important. On a un tableau de bord. Le gouvernement, depuis le début du mois de janvier, commence à signer des accords régionaux de relance, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie. Ça va se dérouler comment avec les autres régions, mais je vais plus loin. Ces contrats devront être, me semble-t-il, coordonnés avec la nouvelle génération des contrats de plan État-région. Nous avons des contrats de relance et de la transition énergétique avec les intercommunalités, les départements. Quelle est en fin de compte la part du plan de relance de 100 milliards qui est définie et décidée par l'État et ses opérateurs? Et quelle est la part qui va être définie en coopération avec les collectivités, puisque dans ces accords, il y aura des cofinancements. Donc quel est le financement additionnel à ces 100 milliards que vous attendez des collectivités? Monsieur le ministre, je vous propose de répondre, si vous le voulez bien, au rapporteur général, et puis nous ouvrirons le débat. Alors, monsieur le rapporteur général, beaucoup de questions toutes importantes. D'abord sur l'état d'esprit des Français. Je ne veux pas me faire juge des Français, je pense que ce n'est pas mon rôle. Je veux simplement faire part de ma très grande admiration devant le sens des responsabilités dont font preuve l'immense majorité des Français. Et devant leur capacité à résister à des temps qui sont extraordinairement difficiles pour eux. On dit très souvent, voilà, les Français, peuple indiscipliné, et chaque fois on y va de ces remarques sur nos compatriotes, c'est-à-dire sur nous-mêmes. La réalité, c'est qu'ils respectent dans leur immense majorité des règles sanitaires qui sont contraignantes. Ils font preuve de sens des responsabilités. Ils font preuve de beaucoup de solidarité les uns entre les autres. Et je le vois notamment dans le secteur économique qui est le mien, où à tous les niveaux, il y a un vrai sens des solidarités qui se déploient. Dans une filière, entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, dans
les secteurs financiers, je l'ai indiqué. Si les banques n'avaient pas été là pour répondre sur les prêts garantis par l'État, je pense que nous n'aurions pas pu résister à cette crise. Donc moi, je veux vraiment, avec beaucoup de gravité, saluer la manière dont les Français traversent cette épreuve. Je trouve que cela force l'admiration. Ensuite, quelles sont les perspectives? Je vais être très honnête avec vous. Nous travaillons sur des scénarios qui sont différents. C'est ma responsabilité de ministre des Finances. Personne n'a de certitude. Donc ma responsabilité de ministre des Finances, dont la première responsabilité est de garantir qu'il y aura financièrement ce qu'il faut pour soutenir les Français, les salariés et les entreprises, comme l'a souhaité le Président de la République, c'est d'étudier plusieurs options. Il y a au moins 3 grandes options et 3 grands scénarios. Le premier, c'est celui où la situation sanitaire ne nous oblige pas à prendre des mesures sanitaires complémentaires. C'est le scénario du statu quo. Nous arrivons à traverser cette période sans mesures de restrictions sanitaires supplémentaires qui pèsent sur l'économie. Dans ce cas-là, nous avons, comme vous l'avez voté, comme je vous l'ai proposé, une croissance qui pourrait atteindre 6% en 2021 et une vraie capacité de rebond de l'économie française. Soyons clairs, ce scénario aujourd'hui n'est plus le plus probable. Et il s'éloigne à mesure que la situation sanitaire reste préoccupante. Le deuxième scénario, c'est celui où la situation sanitaire nous obligerait à prendre de nouvelles mesures de restrictions sanitaires qui pèseront nécessairement sur l'économie. Et en fonction de la dureté des mesures qui sont prises, l'impact sur l'économie est plus fort. Dans ce cas-là, bien entendu, nous aurons une croissance qui ne pourra pas atteindre les 6% en 2021. Regardez ce qui se passe dans les autres pays européens, parce que je crois qu'il faut aussi voir que c'est la situation de tous les pays européens, sans exception. L'Allemagne a déjà indiqué que sa croissance serait sans doute très inférieure à ce qui avait été annoncé. On parle de chiffres de l'ordre de 3%. Donc on est très en dessous de ce qui avait été annoncé parce que l'Allemagne a décidé, sous l'autorité de la chancelière Angela Merkel, de mesures de confinement strictes et longues. Et l'impact sur les finances publiques comme sur la croissance est évidemment très fort. Et puis il y a un troisième scénario dont j'ose espérer que c'est un pur scénario et que c'est pour le moment quelque chose qui n'a pas lieu de se produire, c'est celui où, à nouveau, une nouvelle forme de virus arriverait au milieu de l'année et nous obligerait à rester dans des conditions sanitaires difficiles jusqu'à la fin de l'année 2021. Je le redis, ce n'est pas le scénario le plus probable, mais c'est ma responsabilité aujourd'hui d'étudier l'intégralité des scénarios, leur impact sur les finances publiques et leur impact sur la croissance française. Dans tous les cas de figure, quel que soit le scénario qui se présentera, je le redis, les mesures de soutien économique resteront à disposition des salariés et des entreprises. Et c'est bien parce que je veux me préparer à tous les cas de figure que je présente en toute transparence l'intégralité des scénarios sur lesquels nous travaillons avec mes équipes. Pour moi, le scénario de référence reste celui d'une amélioration de la situation au milieu de l'année 2021 qui permettra un rebond puissant de l'économie française dans la dernière partie de l'économie 2021, c'est-à-dire dans la fin du 3e et le 4e trimestre 2021. C'est mon scénario de référence. Une fois encore, il est soumis aux aléas sanitaires, mais l'économie française a montré une chose au cours des derniers mois: quand les mesures de restriction sanitaire sont levées, l'économie française rebondit fortement parce que les fondamentaux de l'économie française sont sains, je veux le redire avec beaucoup de fermeté. Sur la conversion des prêts garantis par l'État en subventions. Peut-être reprendre plus globalement cette question des prêts garantis par l'État, parce que derrière, il y a la question du financement de notre économie. Je redis que nous adaptons les dispositifs à la réalité de la situation économique et nous ne sommes pas droit dans nos bottes à vous dire on a voté quelque chose, ça ne bouge pas d'un millimètre. Non, il faut savoir s'adapter à la réalité de la situation économique. S'il y a des entreprises qui sont en très grande difficulté,
alors même qu'elles auraient des perspectives de redressement un peu plus lointaines. Moi, je n'exclus pas que nous puissions, avec la Commission européenne et en accord avec elle, étudier pour ces entreprises les plus en difficulté, s'il y a des perspectives de redressement, je suis prudent parce qu'il ne s'agit pas que ça devienne la règle, mais qu'on puisse, au cas par cas, avec l'accord de la Commission européenne, transformer certains prêts garantis par l'État en subventions. En tout cas, je trouve que cela mérite d'être étudié. Je dis bien au cas par cas, pour certains secteurs, quand il y a des capacités de redressement qui peuvent se présenter, c'est une option qui mérite d'être étudiée et que nous présenterons donc à la Commission européenne. De la même façon que j'ai indiqué que pour le secteur de l'aéronautique, avoir un étalement un peu plus important parce que les sommes empruntées sont importantes et que le transport aérien ne se redresse pas, est une option que nous devons aussi étudier. Pour toutes les autres entreprises, je rappelle que nous avons obtenu un différé de remboursement du capital de 1 an supplémentaire et des taux d'intérêt particulièrement attractifs. Enfin, toujours sur cette question de trésorerie, je veux insister sur un point très important. Il faut soutenir la capacité d'investissement des entreprises. C'est un des enjeux stratégiques de la reprise, de la relance et donc de la création d'emplois. Je présenterai dans les jours qui viennent les éléments des prêts participatifs qui nous permettront d'octroyer aux entreprises qui veulent investir des quasi-fonds propres dans des conditions financières qui sont les plus avantageuses possibles et avec un différé de remboursement de 4 ans. Donc des prêts participatifs qui valent quasi fonds propres, qui ne pèsent pas sur l'endettement des entreprises et dont le remboursement ne se commence que 4 années après avoir obtenu ces prêts. C'est une façon de répondre aux besoins d'investissement des entreprises. S'agissant des frais fixes, nous avons mis en place, c'est une remarque qui avait été faite effectivement par beaucoup de sénateurs, nous avons mis en place un premier dispositif en novembre qui était un crédit d'impôt permettant de rembourser la moitié des frais de loyer qui sont les principales charges fixes qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises qui ne sont pas ouvertes ou qui fonctionnent au ralenti. Ce dispositif ne peut pas être inscrit dans la durée parce qu'après, vous transférez la charge des entreprises sur les bailleurs et dans le fond, ce n'est pas la solution idéale sur le long terme. C'est pour cela que nous avons prévu la possibilité de prendre jusqu'à 70% des charges fixes en compte dans le soutien de l'État, en plus de l'aide du Fonds de solidarité. Chaque entreprise, dès lors qu'elle a un minimum de chiffre d'affaires de 1 million d'euros, qui appartient au secteur touché le plus par la crise, l'hôtellerie, les cafés, la restauration, le tourisme, peut demander une couverture jusqu'à 70% de ses charges fixes, dans un plafond de 3 millions d'euros, que nous sommes en train de négocier avec la Commission européenne, car je n'exclus pas, une fois encore si la crise dure, que ce plafond ne suffise pas. C'est un plafond qui court de janvier à juin 2021. Il peut arriver, par exemple pour des chaînes hôtelières, pour des chaînes de restauration, que ce plafond de 3 millions d'euros ne soit pas suffisant. Donc nous sommes en train d'étudier avec la Commission européenne la possibilité de le relever. Vous voyez avec tous les exemples que je vous donne que nous gardons les mêmes dispositifs et je le redis, nous ne cessons de les compléter, de les adapter pour qu'ils répondent le mieux possible à la situation des entreprises sur le terrain. S'agissant du plan de relance en 2020 et de sa sous-consommation, je le redis, nous avons toujours dit que nous ferions 10% du plan de relance en 2020, c'est-à-dire 10 milliards d'euros. Ils sont faits, 9,6 très précisément. S'agissant des collectivités locales, il y a un moindre décaissement en 2020 pour une raison qui est simple, c'est qu'il y a eu une moindre baisse des recettes. Exactement comme pour l'État, où nous avons eu la bonne surprise d'avoir une moindre baisse des recettes, tout simplement parce qu'il y a eu un fort rebond. Et donc la TVA est bien rentrée. L'IR est mieux rentré que prévu parce que nous avons bien amorti le choc sur le pouvoir d'achat des ménages. Et l'IS est également mieux rentré que prévu parce que l'impact sur l'économie a été moindre que ce que nous avions prévu. S'agissant de la prime à la conversion, je vous confirme qu'effectivement, les chiffres sont un peu inférieurs à ce que nous avions prévu, mais le bonus écologique fonctionne bien et les résultats sont là. Nous avons multiplié par 3 les ventes de véhicules électriques en 2020 en part de marché. Les véhicules électriques, c'était un peu moins d'1,9% du marché. Cela a bondi à 6% et la tendance reste la même. Raison de plus, je le dis au passage, pour que nous réussissions impérativement le déploiement de 100 000 bornes électriques en 2021 sur les réseaux routiers français.
Parce que rien ne serait pire que d'avoir vendu des véhicules électriques aux Français et qu'ils ne trouvent pas des bornes de recharge sur les routes. Et croyez-moi, il y a un certain nombre d'obstacles techniques à lever et je mets toute ma détermination et tout mon engagement à faire en sorte que nous arrivions à déployer ces 100 000 bornes électriques en 2021. Enfin, dernier point sur l'association des collectivités locales. Moi, je redis que nous travaillons très bien avec les régions, que nous voulons continuer à travailler main dans la main avec les régions sur le déploiement du plan de relance et que toutes les aides complémentaires sont évidemment toujours les bienvenues. Merci. Nous avons 10 inscrits, donc nous allons faire en 2 x 5, si vous voulez bien, Monsieur le Ministre. Donc nous démarrons avec Roger Carucci, puis Sébastien Meurant. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je ne vais pas être très long. Une observation et 2 questions. L'observation, elle reprend celle du rapporteur général. Je me souviens, je crois que c'était en juin dernier, où on nous disait pas de problème. Après la crise sanitaire, en 2021, rebond de 9% du PIB, pas de souci. J'étais, hypocondriaque que je suis, j'étais déjà sur le thème « Oh là, vous allez un peu vite avec le virus ». n'a pas l'air d'avoir dit son dernier mot, celui-là. Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il faudrait peut-être être plus modéré sur les possibilités parce que le virus n'a pas disparu? Et sincèrement, je vous entends, Monsieur le Ministre, et si je puis me permettre, je prie pour que vous ayez raison. Mais malheureusement, le virus est insensible à la prière. Et si j'ai bien compris, pour le moment, les vaccins ou les laboratoires disent « Oh là, ça marche » sur le variant anglais sud-africain. Comme par hasard, ils ne prennent aucun engagement sur le variant brésilien ou sur le variant californien. Ce qui veut dire qu'on a le sentiment, parce que certains nous disent « Vous en avez pour des années », d'autres nous disent « Oh là, il faudra changer les vaccins à la fin de l'année ». Bref, franchement, je crains que le stop and go ne soit pas fini en 2021. Par conséquent, est-ce que, sans nous le dire, mais est-ce que Bercy travaille quand même sur des modèles, des schémas à long terme, ou quand je dis à long terme, sur les 3-4 ans qui viennent, qui sont un peu moins optimistes que simplement, allez, ça va être vite fait, on est tous vaccinés fin août et vous allez voir, on est tous au boulot. Est-ce que quand même, il n'y a pas des choses plus risquées sur la fin de l'année et l'année 2022? Ensuite, 2 questions rapides. Monsieur le Président, je m'y étais engagé. Premier point, on apprend que sur l'année 2020, malgré les aides et l'action énergique de votre ministère pour soutenir l'activité, on a eu 7,5% de chômeurs supplémentaires. Est-ce que sur 2021, vous avez une perspective ou vous avez une idée de ce que pourrait être, avec malgré tout les faillites d'entreprises et les difficultés, le nombre de chômeurs à la fin de l'année? Et deuxième question, l'activité partielle a coûté 27 milliards d'euros en 2020, c'était un peu plus que ce qui était prévu, en tout cas initialement. Est-ce qu'on a une idée de ce que pourrait être le coût de l'activité partielle en 2021? Merci pour cette excellente note d'optimisme que nous apprécions toujours avec Roger Carucci. Si Sébastien Meurant le veut bien, je vais, s'il en est d'accord, donner la parole à Albéric de Montgolfier qui doit s'en aller et qui va s'excuser auprès du ministre parce qu'il écoutera la réponse après. Simplement parce que je reçois le président de l'AMF pour la loi qui d'ailleurs va concerner Bercy sur le courtage qui vient en commission la semaine prochaine. Donc il faut avancer sur le rapport de cette loi sur le courtage. Donc c'est une bonne raison. Voilà, donc le président de l'AMF est arrivé. Monsieur le ministre, une seule question, parce que le soutien est massif. Je crois que nous l'avons d'ailleurs approuvé. Le rapporteur général l'a rappelé à l'occasion notamment des PLFR que nous avons amendé et au final approuvé, et on ne le conteste pas. Mais une question simplement concernant le PGE. Vous avez souligné qu'il n'y a jamais eu aussi peu de faillites, c'est vrai. Mais est-ce que finalement, c'est pas malheureusement un petit peu pour avoir une année 2021, voire 2022 qui serait pire, notamment avec des entreprises qui auraient souscrit au PGE, alors qu'en temps normal, elles seraient finalement peu viables, et elles ont bénéficié de ces mesures de trésorerie. Et très concrètement, est-ce que vous ne craignez pas un pourcentage considérable d'entreprises qui ne pourraient pas rembourser? On a de fait, peut-être un peu artificiellement, amené une trésorerie à des entreprises
qui en temps normal auraient été en difficulté. Et le fait qu'on ait aussi peu de faillites, c'est finalement peut-être pas si rassurant que ça. Voilà, donc la question c'est ça. Craignez-vous pas qu'il y ait des entreprises qui aient eu un effet d'aubaine en se disant je prends le PGE parce que c'est un prêt qui n'a pas de garantie, pas de caution de la part de l'entreprise. C'est finalement une mesure de trésorerie relativement simple et on peut s'en féliciter. Je crois que nous l'avons tous souhaité collectivement que ce soit le plus simple possible. Je crois qu'il y avait une nécessité due à l'urgence, mais est-ce que finalement il n'y a pas ce risque d'avoir, à défaut d'avoir une année 2020 qui soit bonne, des années suivantes qui relèvent finalement un nombre de défaillances plus importantes. Voilà, et donc je vais écouter le président de l'AMF pour préparer la PPL. Nous nous retrouverons prochainement sur le courtage, un sujet absolument passionnant. Merci, monsieur le ministre. Merci, Albéric. Sébastien Morand, donc. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, du fait de la situation sanitaire, que les perspectives dans cette situation particulière soient difficiles à envisager, on peut le comprendre, bien sûr. D'ailleurs, lorsque la situation est normale, l'avenir est toujours incertain. Par contre, là où il y a un problème sur la cohérence. La situation sanitaire, elle est mondiale, à différents degrés, et la réaction des États, et là je vais simplement s'intéresser à l'Europe, elle est différente. Quand vous parlez de l'Allemagne, là, qui prend aujourd'hui des mesures extrêmement dures, sur l'année 2020, la chute du PIB ou du PNB va être moitié moindre que chez nous. Et la situation de départ est évidemment très différente. Donc à l'arrivée, lorsque on se félicite de pouvoir s'endetter peu cher, bien sûr, mais la crise, elle vient, elle n'est évidemment pas prévenue. Elle arrive sans prévenir, je dis. Et les taux d'intérêt pourraient revenir, et ne serait-ce qu'augmenter de quelques points, et nous mettre dans une situation intenable. On ne meurt pas de ne pas faire de la dette, mais de ne pas pouvoir faire de la dette, mais de ne pas pouvoir la rembourser. Et sur cette situation sanitaire, dans les hémicycles, nous sommes quelques centaines, et on ne voit pas comment le monde de la culture n'aurait pas pu continuer à fonctionner selon certaines situations. On voit dans certains pays qui a maintenu des stations de ski ouvertes, qui a maintenu des restaurants de ski ouverts. Et nous, on a choisi de confiner, de fermer. Et ça, c'est un choix politique. C'est une décision qui va entraîner la disparition, malgré tous les efforts que l'État fait. Et là, on vous a soutenu dans cette démarche, parce que c'est une décision qui a été radicale, de fermeture. Peu importe ceux qui ont fait les efforts de prendre les mesures sanitaires, de respecter, et d'autres pays n'ont pas fait ce choix-là. Donc à l'arrivée, il y aura des écarts. Et là, dans mon département, sur une question posée sur nos hôpitaux, dans mon département, il y a des hôpitaux qui sont en train de continuer à être fermés. Et là, la réponse de l'État par rapport à ce que nous vivons paraît incompréhensible de la part des élus locaux et de la part du personnel qui travaille et des malades. Et moi, sur des entreprises hors normes, dont les compétences sont hors normes, je termine, dans mon département, j'ai une petite entreprise, stratégique, reconnue par l'État comme stratégique, qui a des contrats signés avec l'État, mais du fait de l'interdiction de voyager, là, est désespéré, va mettre la clé sous la porte, et je suis ravi que vous soyez là, et je vais m'entretenir, si vous le permettez, avec vos collaborateurs, parce que là, qui a des brevets, entreprise stratégique, contrat signé par l'État, et qui là est au bord de la faillite. Et là, ces compétences hors normes, nous les avons, nous sommes un peu créatifs, et ça serait vraiment dommage de les laisser partir à l'étranger, ou de les voir mettre la clé sous la porte. Donc, s'il y a des mesures pour ce genre de petites structures, qui sont passées pour l'instant à travers les mailles du filet de soutien. Merci. Merci Sébastien. Pascal Savoldelli. Oui, merci Monsieur le Ministre. Mes collègues ayant dit tous les trois qu'ils avaient soutenu au plan de relance, je suis obligé de dire que moi je ne l'ai pas fait, et vous le savez, Monsieur le Ministre. Voilà. Cela étant dit, je vais procéder avec le même plan qu'eux. Une observation et des questions. Une observation, je vous avoue que je ne suis pas un homme qui fait de la politique avec les petites phrases, tout ça. On fait de la politique. J'ai regardé ce qu'ont été tous nos débats depuis les lois de finances auxquels j'ai participé, 2017, 2018, 2019. Nous avions une dette dangereuse, alarmante, se posait la question de la solvabilité, d'ailleurs aussi bien de la dette publique que de la dette privée. Aujourd'hui, on a une dette faramineuse, et là, elle devient solvable, remboursable. Il y a là quand même du trouble.
Donc on se posait la question de l'opinion des Françaises et des Français. Je suis aussi dans le trouble, moi. Alors je me suis dit, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas eu d'élection législative partielle, je me dis il y a quelque chose d'autre. Donc puisque là, il y a quand même un retournement de certitude, Monsieur le Ministre. Voilà, si je peux me permettre. Cette observation étant faite, je voudrais savoir si, parlons au conditionnel, on était dans une situation de confinement, quelles sont, à votre avis, les activités économiques essentielles, à votre avis, avec les retours que vous avez des différents acteurs économiques et ce que vous nous avez présenté. Ma deuxième question, c'est dans quel domaine vous envisagez un plan de réindustrialisation? Vous avez évoqué l'hydrogène, vous avez évoqué le quantique. Moi, je vous donne un avis, mais parce que c'est aussi un débat. Hein. Je pense qu'il faut prendre les questions de la santé. On a là. Je vous donne une autre piste, l'électronique. Et puis une troisième, et pas par nostalgie, mais je pense qu'il y a un enjeu avec le textile, avec la reconversion du coton. On aurait tout intérêt à ce que la France retrouve sa place dans ce domaine-là. Donc qu'est-ce que vous envisagez, avec quels moyens? Et puis la troisième chose, je vous remercie, parce que je trouve que, d'ailleurs, globalement, je trouve que ce gouvernement répond assez vite aux questions des parlementaires. On peut ne pas partager totalement la réponse, mais au moins, il y a un respect. Vous m'avez répondu sur Thales. Vous avez évoqué l'aéronautique. J'étais inquiet, il y a quand même 1000 suppressions de postes. J'ai un site à Rungis, c'est sur lequel vous m'avez répondu. Et à la fin de votre courrier, Monsieur le Ministre, vous revenez sur la question du versement des acomptes sur les dividendes et vous me réexpliquez à juste titre, et je la partage, votre position sur le fait qu'il ne vous paraît pas opportun que les entreprises qui sont durement touchées par la crise reprennent dès à présent le versement d'acomptes sur dividendes. Je ne vais pas vous demander, évidemment, nominativement qui l'a fait, qui ne l'a pas fait, mais quand même, quelle est votre appréciation? Quelle a été l'attitude des grandes entreprises et l'attitude en termes de versement des acomptes des dividendes? Je vous dis ça parce que dans le choc qu'il y a dans l'opinion française, et ce n'est pas une question de gauche-droite, il y a énormément de Français et Françaises qui sont extrêmement choqués par ces questions-là. Voilà, merci. Merci Pascal. Thierry Cozic, puis Sophie Tellier-Pouillan. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Également, parlez plus près du micro peut-être. Un peu plus près? Oui. C'est mieux là? Oui, tout à l'heure vous avez fait état de votre souhait de voir une bonne exécution du plan de relance. Et donc je souhaite intervenir sur ce sujet. Globalement, le plan de relance mobilise d'importants moyens qui répondent notamment à l'impératif de transformation et de modernisation du tissu productif à horizon 2030. Néanmoins, me semble-t-il, il néglige l'enjeu de relance à court terme de l'économie française. Et notamment, les crédits de la mission plan de relance portent majoritairement sur des actions à horizon 2022-2023, voire plus lointaines, à rebours de l'impératif de relance rapide. Sur les 22 millions d'euros de crédits annoncés pour 2021 se confondent en réalité des mesures d'urgence, des mesures de long terme et des mesures d'urgence, des mesures de long terme et des mesures de relance. Le stimulus budgétaire de court terme est donc plus faible qu'annoncé et qu'il n'est nécessaire. Mais je crois que ce n'est pas le plus gros écueil tel qu'on peut le voir aujourd'hui, et notamment dans les territoires. Je constate tout de même que le plan de relance aujourd'hui est calibré, vous l'avez évoqué notamment avec les régions, est calibré à destination des grosses collectivités qui ont l'arsenal administratif nécessaire pour pouvoir traiter les dossiers avec une vraie célérité. En revanche, pour les petites communes, et on sait que pendant cette crise sanitaire, elles ont été le maillon important dans la gestion de la crise, j'ai aujourd'hui de vrais retours sur la difficulté à monter les dossiers. Et notamment, ces petites communes ont une vraie volonté de s'engager dans le processus, mais n'y arrivent que trop peu, faute d'ingénierie et d'accompagnement suffisant, et également sur des délais extrêmement courts. Donc ma question est simple, c'est comment aujourd'hui l'État peut rassurer nos petites communes sur la faculté à mettre tous les moyens d'ingénierie possibles pour les accompagner dans les montages de dossiers si nécessaire,
pour déployer ce plan de relance. Merci. Merci Thierry. Sophie Taillé-Polian. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué vos priorités et évidemment par rapport à la gestion de cette crise, tant au niveau des plans d'urgence qu'au niveau du plan de relance. Nous avons soutenu un certain nombre de dispositifs, le chômage partiel, le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État. Et je vous rejoins également sur le fait qu'il faille décaisser au plus vite s'agissant du plan de relance. Mais pour nous, il y a aussi d'autres priorités et votre action est à notre sens déséquilibrée entre d'une part cette volonté d'aider et de soutenir l'économie pour permettre son rebond ultérieur et d'autre part la transition écologique et la lutte contre la pauvreté et une véritable politique pour éviter un approfondissement des inégalités qu'on observe par ailleurs. C'est un déséquilibre qui nous semble majeur. Aujourd'hui, l'épargne est très importante d'un côté et on observe une paupérisation extrême de l'autre. Alors, vous appelez à ce que cette épargne des Français serve à l'investissement. Pourquoi pas, s'il est productif, surtout s'il est vert, mais certainement pas, je crois que ce ne serait pas de bonne politique, s'il aboutit à faire grimper les prix de l'immobilier. Vous appelez aussi à la consommation de cette épargne, mais je crains bien que les dépenses des uns ne fassent pas alors on ne même pas dirait le bonheur, mais en tout cas la situation digne des autres. Parce qu'en attendant, ce sont des familles qui sont quand même en situation de tomber dans la pauvreté. Et vous dites, s'il y a des besoins, nous irons, nous serons là, etc. Je crois que les besoins sont vraiment extrêmement prégnants et que les mesures qui ont été prises étaient trop faibles et souvent de très, très, très court terme pour les familles les plus en difficulté. C'est la raison pour laquelle je pense que d'autres mesures complémentaires sont absolument indispensables. Je pense notamment aux micro-entrepreneurs là qui vont être touchés par l'arrêt des aides du fonds de solidarité lorsqu'ils ne sont pas tout à fait directement sur les activités qui sont fermées administrativement. Et on a là beaucoup de gens qui vont encore être davantage impactés et davantage mis en grande difficulté. Je pense aussi, dans le plan de relance, au fameux 1% qui devrait être fléché dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. C'est un engagement du Premier ministre suite à l'appel des maires. Or, dans les comités départementaux, ce qui nous est dit en nous posant la question, c'est qu'il n'y a pas de fléchage. Donc évidemment, il y aura une attention particulière sur les projets qui seraient relatifs à ces quartiers. Mais bon, on n'est pas dans une situation où on va voir véritablement un fléchage. Alors je partage le fait qu'il faut décaisser, il faut aller aux projets, je dirais qu'il faut aller aux projets qui sont prêts pour ce qui concerne les semaines et les mois qui viennent. Mais il faut aussi s'attacher à faire en sorte que ces crédits puissent être répartis, notamment les crédits de la DSIL, mais d'autres crédits de manière à ne pas aggraver les inégalités. Je terminerai très rapidement sur la question de la dette. Vous dites nous la rembourserons et nous la rembourserons notamment par une baisse des dépenses publiques et notamment des réformes structurelles telles que les retraites. Vous imaginez bien que ce n'est pas la philosophie qui est la mienne, mais je souhaite vous interroger sur cet agenda. On a aujourd'hui un accord européen dont nous allons débattre la semaine prochaine en séance, avec comme indication un engagement des pays à faire des réformes structurelles. Est-ce que la réforme des retraites a été abordée? Et deuxièmement, n'y a-t-il pas aujourd'hui d'autres voies à explorer, notamment fiscales, qui garantiraient davantage de justice fiscale? Je pense à la proposition, au projet de loi que nous avions voté ici même sur la taxe GAFAM. Il y a aujourd'hui des changements majeurs au niveau international. Est-ce que nous allons pouvoir enfin aboutir, je sais que c'est un dossier que vous avez beaucoup suivi, pour faire en sorte que les multinationales de ce type puissent être véritablement contributives à hauteur des besoins de nos sociétés? Merci. Vu le temps qu'il nous reste, Monsieur le Ministre, compte tenu de votre emploi du temps, je vous propose finalement de prendre l'ensemble des questions et d'avoir une vision un peu collective sur les réponses à apporter, vous laissant le soin de les classer par grand thème, si vous voulez bien. Alors nous poursuivons avec Michel Canvet. Merci,
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, effectivement, la réponse du gouvernement a été massive, comme cela a été dit, au traitement de cette crise. Il faut s'en féliciter. Il faudra simplement que nous prenions bien conscience de diffuser le message que l'argent n'est pas facile auprès du grand public qui voit les milliards qui pleuvent ici. Et pour bien faire comprendre qu'après cette crise, eh bien, il y aura des réformes structurelles à poursuivre, à mener, et bien faire comprendre que cela appellera aussi des efforts de la part de l'ensemble de nos concitoyens, parce qu'on ne peut pas continuer à dépenser beaucoup plus qu'on ne touche en recettes. Alors, dans cette crise, il y a encore quelques éléments difficiles. Tout à l'heure, on a évoqué l'aéronautique. Il y a aussi, bien sûr, et vous le savez en tant que Normand, la question du trafic maritime, du trafic de passagers maritimes, des compagnies maritimes ou l'Eurostar, d'ailleurs, qui est en difficulté aussi, qui attendent que les conditions de compétitivité pour leur avenir soient réunies, et il importe que l'on puisse leur donner des assurances quant au retour à ces conditions de compétitivité. Pour ma part, je plaide pour un remboursement de la part des charges salariales de façon à leur redonner cette compétitivité sur le long terme, mais je crois qu'il sera important qu'il y ait des réponses qui leur soient effectivement données. Sur la dette, vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, les conditions dans lesquelles la France emprunte là maintenant. Je suppose que ce sont des emprunts à taux variable, donc il faudra là aussi que nous soyons vigilants, parce que la charge des intérêts de la dette pourrait augmenter si la situation était moins favorable que ne le sont maintenant les intérêts de la dette. Et puis, dernier point, sur les filières de valeurs qu'il faut relancer dans notre pays, vous en avez cité un certain nombre. J'ai pour ma part la conviction qu'il faut aussi, mais c'est sans doute à l'échelle européenne, que nous soyons beaucoup plus allants sur les questions numériques pour qu'il y ait quelques champions numériques en Europe. Et à ce titre, la commande d'État est importante pour justement permettre à des acteurs numériques d'émerger. Donc il faut que l'on soit très vigilant sur ce sujet de la commande d'État. Mais c'est un secteur qui est essentiel, on le voit bien avec la valorisation économique des GAFAM et autres acteurs chinois. Il est important que l'Europe aussi ait ses champions en la matière et que nous ne soyons pas totalement dépendants des puissances étrangères pour ce qui concerne le recours au numérique. Merci Michel. Poursuivons avec Rémi Ferraud puis Charles Guenet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je crois qu'à ce stade, il faut être bref. Donc, je voudrais vous poser deux questions sur chacun, finalement, des sujets dont on parle qui sont très différents. Le plan d'urgence et un plan d'investissement d'avenir. Et c'est vrai qu'on jongle entre les concepts. Et pour nous, parlementaires, ça n'est pas non plus toujours évident, d'ailleurs, des différentes missions budgétaires et de PLF en PLFR, de crédits consommés en crédits plutôt reportés. Il est assez difficile d'avoir, pour notre part, une lecture claire des choses, y compris parce que la situation est évolutive, mais parce qu'aussi leur présentation volontariste est aussi parfois assez mélangée. J'ai d'ailleurs aussi, je ne pourrais pas répondre précisément, mais il faut espérer aussi que le prochain PLFR soit l'occasion de pouvoir avoir aussi un état des lieux de la situation, des actions engagées et de celles qui sont nécessaires. Moi, j'aurais deux questions. L'une sur le plan d'urgence, dont nous ne contestons pas la légitimité ni même l'importance, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a des éléments qui manquent. C'est d'ailleurs ce qu'a montré notre discussion, je crois, au Sénat sur la mission plan de relance. Est-ce que justement un certain nombre de ces éléments que nous avions essayé d'introduire, voter, puis retirer, ne manquent pas à votre avis aujourd'hui? Je ne parle même pas des Outre-mer ou de la culture, mais pour les jeunes. Et est-ce que d'ailleurs ces crédits d'urgence ne pourraient pas venir aussi alimenter la consommation dont nous avons absolument besoin, puisqu'on voit qu'il y a d'un côté beaucoup d'épargne, mais d'un autre côté des gens dont la paupérisation entraîne aussi une sous-consommation qui pourrait alimenter la relance. Sur le plan d'investissement d'avenir, une question qui est un peu dans la suite de ce que disait Pascal Salvoldelli. Quelle est la méthode? Comment se font les choix de secteur? Quel est le rôle du haut-commissaire au plan? Comment se définit la feuille de route? Comment se font les choix par rapport à des investissements d'avenir qui sont en effet tout à fait essentiels pour la nation? Merci Rémi. Charles Guenet,
suivi de Stéphane Sautarel. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour votre exposé très pédagogique qu'on retrouve d'ailleurs dans vos mémoires, outre le style est très élégant. Au fait, Monsieur Gonnet, au fait. Voilà. Une remarque et une question. Alors la première remarque, elle tient au devoir de vérité qu'a évoqué le rapporteur général et qui provoque les troubles de notre ami Pascal Savolelli et les angoisses philosophiques de Madame Taillé-Polian. Et donc, on sait pertinemment que finalement nous bénéficions de très bons taux parce que, comme nous le disait tout à l'heure le gouverneur de la Banque de France, la France n'a jamais failli à sa parole pour rembourser sa dette, mais aussi parce que il y a des gens qui pensent que nous allons à la fois, bien sûr, réindustrialiser notre pays, c'est l'aspect positif, très positif des choses, comme tu l'as évoqué, mais aussi effectuer les réformes qu'il faut. Et simplement, le petit doute que j'ai, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire partager le plus rapidement possible. Sinon, on ira vers de cruelles désillusions. Voilà, c'était ma remarque. Le deuxième point, il concerne l'aide aux entreprises. Vous avez évoqué la simplicité des mesures et leur maintien aussi longtemps qu'il le faut. Effectivement, je vous suis là-dessus. Mais pour avoir discuté avec de nombreux chefs d'entreprise qui sont paradoxalement très, très angoissés, alors qu'ils ont quand même un parapluie qui est quand même assez bien ouvert, généralement ces mesures portent sur des garanties de chiffre d'affaires et des choses comme ça. Et comme l'a évoqué le rapporteur général, nous savons que le juge de paix, c'est quand même le compte d'exploitation. Alors vous avez tout à l'heure développé effectivement la possibilité de prêts participatifs, d'aides supplémentaires lorsqu'il y a des capacités de redressement. Mais je pense qu'il y aura toute une frange d'entreprises qui aura des problèmes d'exploitation et qui ne sera pas forcément dans les seuils que vous souhaitez. Et je pense qu'il serait important que vous puissiez leur donner des garanties, ou alors est-ce que vous excluez totalement de rentrer dans ces éléments de compte d'exploitation? Merci Charles. Stéphane Sautarel, suivi de Philippe Dallier. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je vais essayer de me borner à deux aspects en étant pragmatique et avec le souci de la confiance en fait, puisque je crois que c'est ça qui est essentiel, donc à la fois pour décaisser et pour investir. Donc premier point sur toute la partie qui concerne la protection. Je voulais juste insister sur quelques remarques de terrain et très pragmatiques sur ce qu'il est coutume d'appeler les trous dans la raquette qui peuvent encore exister et sur lesquels effectivement il y a eu de nombreux ajustements, mais je crois que le dialogue est encore nécessaire sur des aspects sur les effets de seuil, sur l'amont des filières aussi parfois, où il y a quelques oublis parce que les activités ne sont pas directement concernées mais elles sont impactées de fait. Sur la réalité aussi saisonnière, je pense en particulier au secteur de la montagne, dont l'appréciation ne peut pas se faire sur quelques mois, mais sur l'année, même si 95% du chiffre d'affaires est réalisé sur 3 mois. Et puis aussi sur les périodes de référence, puisqu'on était sur des périodes de référence qui étaient N-1, et là maintenant, en 2021, le N-1 n'aura plus beaucoup de valeur. Donc sur toute cette partie de la protection, peut-être des ajustements et donc un dialogue avec les remontées de terrain. Deuxième volet sur la relance. Donc effectivement, je ne reviendrai pas sur les aspects de territorialisation qui nous semblent bien sûr essentiels, mais aussi sur la manière dont cette relance elle est articulée justement entre le territoire et le central. J'en veux pour preuve le premier appel à projet sur la résilience qui, pour une entreprise de mon département, qui travaille justement dans le secteur de la santé et sur les thérapies par le microbiote, donc qui est un secteur d'avenir et qui avait été très encouragé et qui au final ne s'est pas vu retenu dans cet appel à projet, alors que c'est à la fois des investissements d'avenir, des créations d'emplois, et donc ça crée des incompréhensions, alors que par ailleurs l'objectif c'est de consommer, d'engager des crédits et d'investir, puisque là on était sur un programme d'investissement conséquent, et de même dans
les contrats, dans les plans de relance qui sont aujourd'hui signés entre l'État et les régions, on s'aperçoit, j'ai vu celui qui avait été signé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on est beaucoup sur des gros investissements structurants avec peut-être un regard sur les territoires qui n'est pas suffisamment fin, et j'espère que les CPER vont pouvoir corriger cela. Voilà, je vous remercie. Merci Stéphane. Philippe Dallier, merci, puis Vincent Segouin. Monsieur le ministre, comme le rapporteur général, je veux saluer votre volontarisme et votre confiance dans la capacité de ce pays à rebondir effectivement très fortement, même si ce que vous nous aviez dit il y a quelques mois, c'est-à-dire espérer le retour à l'antécrise en 2022, semble effectivement s'éloigner un peu. Ceci étant dit, je vous ai trouvé trop rassurant sur la dette. En tous les cas, tout à l'heure, parce que la situation est quand même extrêmement difficile. On peut se féliciter que France Trésor ait placé 7 milliards à 50 ans à un taux relativement bas. C'est très bien, mais il me semble avoir lu ce week-end un article dans un hebdomadaire où effectivement il était fait état un certain nombre d'angoisses chez France Trésor à l'idée quand même d'avoir à placer pas loin de 300 milliards dans l'année. Ce sont des sommes que nous n'avons jamais atteintes. Alors, d'un côté, on a un certain nombre de politiques qui disent la dette, c'est pas grave, on la remboursera pas, etc. Vous inquiétez pas. De l'autre, il y a le discours qui dit mais regardez, les taux sont extrêmement bas et ça va durer. Donc finalement, comment convaincre les Français qu'il va falloir faire ces réformes structurelles? Après, on verra comment on répartit l'effort. Mais faire les efforts, il les fait relativement vite. Le gouverneur de la Banque de France nous disait ce matin qu'il espérait qu'en 10 ans, mais 10 ans c'est très long, nous reviendrions de 120% du PIB à 100%. 10 ans, c'est l'écart qui nous sépare de la dernière crise, de la crise actuelle. Il peut se passer énormément de choses. Donc j'ai trouvé, Monsieur le Ministre, votre discours peut-être trop rassurant. Sur notre difficulté à modéliser les effets de la crise. Bon, on l'a vu avec l'exercice 2020, bon, on sort avec 45 milliards de moins sur l'exécution, tant mieux. Pour autant, ça démontre la difficulté à modéliser. Et j'avais interrogé Olivier Dussopt la semaine dernière sur les prévisions faites pour l'année 2021 et la suivante. Il ne m'a pas vraiment répondu. Le gouverneur de la Banque de France ce matin nous a dit effectivement que lui, il estimait le taux de chute des entreprises bénéficiant d'un PGE de 4 à 6%. Est-ce que vous pensez que... moi, ça me semble... Enfin, comme ça, ça me semble faible. J'espère qu'il a raison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci Philippe. Vincent Segouin et Jean-Michel Arnaud. Et Vincent Segouin aura donc l'occasion cet après-midi de poser sa question. Ce matin, c'était un peu trop tard. Merci Monsieur le Président. C'était compliqué ce matin en effet. Oui, Monsieur le Ministre, deux questions. La première, c'est sur le PGE. Les entreprises et TPE ont souscrit des PGE à hauteur de 25% de leur chiffre d'affaires. Or, elles ont un seuil de rentabilité qui tourne autour de 3 à 4%. Et elles devront rembourser en 4 ans. Je n'arrive pas à comprendre la règle de calcul. Si vous pouviez m'éclaircir sur ce sujet-là. Le deuxième point, sur la dette. Je poursuis un peu ce que Philippe Dallier vient de vous poser comme question. Sur la dette, quand nous avions une croissance en rythme normal à 1,5%, nous étions incapables de rembourser le capital. Et là, vous nous dites qu'avec la croissance, on va le rembourser. Mais est-ce que vous tablez sur une croissance de 3% pérenne pendant 30 ans, puisqu'il y a aussi la dette européenne qui viendra s'ajouter en plus, pour rembourser voilà ma question sur la dette. Merci. Toujours une question très optimiste. Jean-Michel Arnaud, une petite note positive, s'il vous plaît, pour terminer. Je crains que ça ne soit pas le cas. Mais en tous les cas, merci Monsieur le Ministre de votre exposé. Je serai très rapide. Cela a été évoqué par mon collègue du Cantal tout à l'heure. On est des situations différentes et les territoires, notamment de montagne, sont particulièrement impactés par les décisions regrettées et regrettables de fermeture des remontées mécaniques qui impactent particulièrement les départements de montagne. À titre d'exemple, le chiffre d'affaires du tourisme dans mon département est de 1 milliard d'euros et mobilise 15 000 emplois pour 140 000 habitants avec 390 000 lits touristiques. Deux difficultés. La première, sur la diversification. Je constate qu'un certain nombre d'entreprises sur des filières qui ne sont pas touristiques ont déposé des demandes de financement dans le cadre du plan de relance. Soit elles n'ont pas eu de réponse, soit elles ont eu des réponses négatives aujourd'hui, sans qu'on ait forcément les explications nécessaires pour rassurer les entrepreneurs qui, dans la période de dépression,
veulent quand même investir et préparer le rebond à la sortie de la crise, et d'autre part sans capacité non seulement de leur donner des réponses, mais de leur donner des explications. Donc j'apprécierais tout particulièrement que des instructions soient données dans les services déconcentrés de l'État pour qu'on puisse avoir des réponses très précises sur les raisons de rejet éventuel de sollicitations financières. La deuxième chose, cela concerne les collectivités locales. Je crois que la formule devenue très usitée des trous dans la raquette demeure. Et je constate qu'un certain nombre de collectivités locales, avec des modes de gestion un peu spécifiques, je pense notamment aux services publics industriels et commerciaux, sur la gestion de remontées mécaniques et de parkings adossés à ces remontées mécaniques, ne bénéficient pas d'accompagnement financier de l'État pour compenser les pertes. Et cela altère la capacité d'autofinancement et donc de rebond de ces collectivités locales pour accompagner le plan de relance le moment venu. Donc j'aimerais là aussi que l'on puisse améliorer, si possible, la méthode de travail pour pouvoir rassurer ces collectivités locales et éviter que par effet domino, des faillites entraînent d'autres faillites dans des territoires particulièrement marqués par cette décision gouvernementale particulièrement dure en matière de protection sanitaire de nos territoires de montagne, de leur économie et également de l'attractivité de ces territoires. Merci. Merci Jean-Michel. Monsieur le ministre, pour essayer de répondre rapidement et synthétiquement à l'ensemble de ces questions. Merci. Merci Monsieur le Président. Je vais peut-être faire des réponses globales étant donné le temps dont je dispose, que j'ai un entretien avec la commissaire Margrethe Vestager dans quelques instants. Et beaucoup de questions importantes ont été posées. D'abord peut-être sur les questions très particulières de dossiers locaux. N'hésitez pas à m'écrire sur le sujet. À chaque fois, évidemment, je regarde si les dossiers doivent être revus. Stéphane Sautarel a cité le projet de Biose. Je rappelle juste que sur l'intégralité des projets de relocalisation dans les secteurs stratégiques, nous avons près de 900 projets qui ont été déposés. Nous allons en retenir 200, donc il y a une sélection qui est importante. Le projet de Biose a été redéposé à une forme différente et améliorée. Donc je crois que c'est vraiment le rôle des élus de relayer des projets qui auraient été retoqués par l'administration et dont vous estimez que malgré tout, ils méritent d'être réévalués et regardés à nouveau. Je le ferai évidemment à chaque fois. Pour répondre, peut-être pour commencer par les remarques de Roger Carucci, dont je reconnais bien l'optimisme fervent et la lucidité également, malheureusement, l'honnêteté m'oblige à le dire. Je rappelle juste que nous travaillons sur un certain nombre de scénarios et que j'ai un scénario de référence qui est celui d'une amélioration de la situation économique à partir de la moitié de l'année 2021, une dernière partie de l'année 2021 qui devrait permettre à l'économie française de rebondir fort. Je travaille aussi sur d'autres scénarios dont j'espère qu'ils resteront des scénarios purement spéculatifs du ministère de l'économie et des finances et pas des réalités. Mais je reconnais bien volontiers que le virus nous a tous appris l'humilité et l'obligation de considérer plusieurs options et de ne jamais s'enfermer dans une option unique. En tout cas, ce serait irresponsable du point de vue financier de ne pas considérer toutes les options, y compris effectivement celles que vous avez présentées, c'est-à-dire une nouvelle vague, une nouvelle dégradation de la situation et donc un impact plus fort sur la situation financière du pays. Ce qui nous amènera, je le redis, à chaque fois à veiller à soutenir tous ceux qui sont le plus en difficulté et ceux qui sont les plus touchés par la crise. S'agissant du chômage, là si on regarde les choses de manière honnête, c'est-à-dire avec les chiffres qui nous ont été communiqués, nous avons une situation qui a été moins dégradée que prévu. Tout simplement parce que l'économie française, après avoir détruit plus de 700 000 emplois, a montré sa capacité à en recréer près de 500 000 au moment du rebond économique. Donc je le redis parce que ça, pour le coup, c'est une conviction très ferme. La France a des fondamentaux économiques solides et donc des capacités de rebond exceptionnelles. On peut encore les améliorer, c'est l'objectif du plan de relance. Elle doit se déployer vers de nouveaux secteurs d'activité, ça c'est absolument vital à mes yeux. Il est impératif d'ouvrir, et je vais venir aux questions très pertinentes qui m'ont été posées, de nouveaux champs et de nouveaux secteurs d'activité, mais les fondamentaux sont bons.
Nous avons amélioré la compétitivité de l'économie française, réduit la fiscalité qui pesait sur les ménages et sur les entreprises, amélioré le fonctionnement du marché du travail, réinvesti dans l'industrie, formé à de nouvelles compétences. Tout ça doit nous permettre de rebondir fort. Je rappelle que nous sommes entrés en crise en ayant l'un des meilleurs taux de croissance de la zone euro et un chômage qui avait baissé de près de 2 points. Donc nous avions la possibilité de redresser notre économie parce que les fondamentaux avaient été améliorés et qui sont désormais solides. J'en viens justement à la question qui m'a été posée par Pascal Savoldelli sur la réindustrialisation. C'est pour moi un enjeu absolument critique de ne pas sortir de la crise avec la même économie que celle que nous avions avant. Il faut que sortir de la crise, nous tirions les leçons de ce que nous avons connu pour avoir une économie qui réduise les inégalités, qui soit davantage décarbonée et qui soit plus diversifiée. Si on sort de l'économie de la crise actuelle en se disant on est reparti sur les énergies fossiles et on va refaire exactement comme avant avec le même type de croissance et le même type de modèle économique, mais ce sera un échec historique. Ce n'est pas ça ce que nous voulons faire. Nous voulons utiliser cette crise comme une opportunité pour améliorer notre modèle économique dans un sens de plus de compétitivité, plus de diversité et plus de protection climatique. Quand vous citez l'exemple de la santé et des biotechnologies, je partage totalement. Et dans le plan de relance, notamment dans le PIA, nous avons mis beaucoup d'argent sur les biotechnologies, sur l'immunothérapie, sur les technologies de santé de pointe, sur la digitalisation de la santé, parce que c'est clé pour réduire les dépenses et les rendre plus efficaces en matière de dépenses de santé. Et c'est absolument décisif pour réindustrialiser le pays sur des champs d'avenir. Je partage totalement votre analyse. La santé est un des champs industriels d'avenir pour le pays et il reste encore beaucoup à faire pour investir dans ces domaines-là. Autre exemple électronique, vous l'avez cité, moi je suis favorable à ce qu'il y ait un programme d'intérêt commun européen sur les microprocesseurs. Il y a un grand débat pour savoir si on fait du 11 mm, du 5 mm ou du 2 mm. Moi, je suis favorable à ce que nous ayons les microprocesseurs qui soient les plus pointus possibles, même si l'investissement à chaque fois est exponentiel au fur et à mesure qu'on réduit la taille. Mais nous avons une filière industrielle là-dedans qui est performante. Donc nous devons continuer à investir et diversifier pour avoir, dans le domaine de la microélectronique, une filière qui soit la plus efficace possible. Quelles sont du coup les règles qui président à cette réindustrialisation? Alors, je vais tout de suite vous rassurer, ce n'est pas le ministre de l'économie et des finances qui tout seul dans son bureau dit dans un claquement de doigts, tiens, on va faire telle filière ou telle filière. Absolument pas. C'est une démarche qui vient de la base, qui vient du terrain et qui correspond à un certain nombre de critères. Et ces critères ont été fixés par des industriels, par des scientifiques, par des chercheurs et pas par des politiques. Et je vais être très clair là-dessus, parce que je pense que c'est très important. Ce ne sont pas des choix politiques, ce sont d'abord des choix scientifiques, industriels et économiques, notamment menés par M. Potier, le président d'Air Liquide, et par l'ensemble du Conseil national de l'industrie, qui a fait des propositions, qui ont été validées ensuite, présentées au Parlement, parce que nous sommes dans une démocratie, c'est le peuple qui décide, mais la méthode n'est pas la méthode des années 60. Effectivement, dans les années 60, le politique dit on va développer telle filière, et puis ça suit derrière. Nous avons adopté une démarche radicalement différente qui part de la base des scientifiques, des industriels, du monde économique, qui est instruite par le comité national chargé de l'industrie et ensuite validée au niveau politique et présentée aux parlementaires. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir? La première, c'est qu'il y a un marché. Donc il y a eu des études de marché pour savoir est-ce qu'il y a un marché sur l'hydrogène. Ça ne sert à rien de développer l'hydrogène pour développer l'hydrogène. La réponse est oui. Il y a un marché, par exemple, sur les avions, et je pense qu'Airbus peut être le premier avionneur de la planète à développer un avion fonctionnant à l'hydrogène et émettant 0 CO2. C'est la première condition. Y a-t-il un marché? Y a-t-il un marché sur les microprocesseurs? Oui. Y a-t-il un marché sur les biotechnologies? Oui. Y a-t-il un marché sur l'oncologie de pointe adaptée à l'ADN de chaque personne? Oui.
Y a-t-il un marché sur la physique quantique? Oui, et c'est probablement beaucoup plus important encore que l'intelligence artificielle, et nous avons là-dessus un atout absolument considérable. Le président de la République a annoncé que nous mettrions près de 2 milliards sur cette filière. C'est le point d'aboutissement de tout le travail qui a été fait. Première question, y a-t-il des marchés? Sur tous les secteurs que j'ai indiqués, oui, il y a des marchés disponibles qui permettent d'avoir de la croissance. Deuxième condition, avons-nous des industries de base pour développer ces technologies? Parce qu'on ne va pas prendre de nulle part une technologie en se disant tiens, on va investir massivement là-dessus. Si vous n'avez pas l'industrie de base, ça ne sert à rien. Vous n'y arriverez pas dans les délais qui sont les nôtres. Je reprends l'exemple de l'hydrogène. Vous avez avec McPhy, spécialiste des valves, vous avez avec Air Liquide des industries françaises qui ont déjà la compétence pour franchir l'étape suivante qui va être l'électrolyse, la séparation de l'hydrogène et de l'oxygène pour fabriquer de l'hydrogène et qui nous permettra ensuite d'avoir des capacités totalement décarbonées. Donc il faut avoir un outil industriel. C'est la deuxième condition. Est-ce que nous l'avons également dans le domaine des biotechnologies de la santé? La réponse est de toute évidence oui. S'agissant de la microélectronique, je rappelle que nous avons à Crolles, avec ST Micro, une des entreprises les plus performantes de la planète. Donc ça vaut le coup de continuer à se déployer sur ce secteur-là. C'est la deuxième condition. La troisième condition, est-ce que nous avons les compétences? Il faut un marché, il faut des industries, il faut les compétences et les formations. Nous allons ouvrir des filières de formation sur tous ces secteurs de réindustrialisation que nous avons prévus. Parce qu'on sait bien que le premier obstacle à la réindustrialisation, au-delà de la question des coûts, c'est les compétences. Et tous les industriels que vous consultez régulièrement sur le terrain doivent vous dire la même chose. On cherche des compétences dans tel et tel domaine, on ne les trouve pas, donc il faut former. Enfin, il y a une dernière condition, c'est y a-t-il un soutien européen? Parce que sur toutes ces filières de relocalisation industrielle ou de réindustrialisation, le chiffre de référence, ce n'est pas le million d'euros, ce n'est pas la centaine de millions d'euros, c'est le milliard. Le milliard d'euros est l'unité de compte des stratégies de création de nouvelles chaînes de valeur. Quand Renault décide d'investir sur de nouvelles batteries électriques, c'est plusieurs milliards d'euros. Quand nous créons la filière sur les batteries électriques, c'est plusieurs milliards d'euros. Donc vous ne pouvez pas le faire seul. Il faut qu'il y ait aussi un engagement européen sur toutes les filières que j'ai citées, l'hydrogène, les biotechnologies, les batteries électriques, le calcul quantique. C'est une approche européenne et, pour être très simple, principalement une approche franco-allemande. Donc c'est un des enjeux historiques les plus importants qui se joue aujourd'hui. Basculer d'une économie qui depuis 30 ou 40 ans repose sur les mêmes chaînes de valeur à une nouvelle économie plus décarbonée, technologiquement plus avancée, ouvrant de nouvelles chaînes de valeur pour la France et garantissant à nos enfants et à nos petits-enfants des emplois et un niveau de vie suffisamment élevé parce qu'il y a un lien direct entre l'industrialisation du pays et le niveau de vie du pays. Donc pardon d'avoir été un peu long sur ce sujet, mais je pense qu'il le mérite parce que c'est un sujet extrêmement important. Sur les questions qui m'ont été posées sur les jeunes, je rappelle ce qui a été fait avec les aides à l'embauche, les aides à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans en CDI, les aides exceptionnelles pour les jeunes précaires, le renforcement des dispositifs d'insertion et d'accompagnement comme la garantie jeune, dont les places ont été doublées, les aides financières spécifiques, les 2 repas par jour à 1 euro qui ont été annoncés par le président de la République, mais je redis que nous sommes ouverts à l'étude d'autres dispositifs. M. Guérini a proposé encore récemment la possibilité d'avoir un capital jeune de départ de 10 000 euros qui serait remboursé uniquement lorsque la personne qui en profiterait aurait un emploi qui lui permettrait de le rembourser dans de bonnes conditions. Je trouve que c'est une idée intéressante qui mérite d'être étudiée et retenue. S'agissant des quartiers prioritaires de la ville, Madame la sénatrice, nous avons un comité interministériel de la ville qui va se tenir vendredi. Il y aura un suivi de cet engagement. Je sais que c'est un engagement important qui vous tient à cœur. Nadia est pleinement mobilisée sur ce sujet, notamment avec Madame Borne. Et nous avons dans le plan de relance, je crois, des réponses très concrètes à cette question importante des quartiers prioritaires de la ville, modernisation des infrastructures, insertion par l'emploi ou 500 millions d'euros dégagés pour la réhabilitation des logements sociaux. Sur la dette, la question a été posée par plusieurs d'entre vous, Philippe Dallier notamment, Monsieur
Canvet également et d'autres parmi vous. Quand je dis que je n'ai pas d'inquiétude pour notre dette, c'est tout simplement parce que nous avons une capacité à lever de la dette sur les marchés qui, aujourd'hui, et je m'exprime au nom du Trésor, de l'agence France Trésor, ne rencontrent aucune difficulté. J'ai lu les mêmes magazines que vous, j'ai vu les alertes qui sont tirées par certains, je pense qu'elles ne correspondent pas à la réalité de ce que je vis comme ministre qui a la tutelle de l'agence France Trésor et qui a la responsabilité de lever de l'argent sur les marchés. Si la situation était différente, je vous le dirais, mais il se trouve que ces propos sont sanctionnés par des chiffres. Si la France avait des difficultés à lever de la dette sur les marchés, cela se traduirait par un spread beaucoup plus élevé avec l'Allemagne et par des taux d'intérêt très différents de ceux que nous avons. Je rappelle également, pour ceux qui s'en inquiètent, que nous empruntons toujours à taux fixe. Et donc, si jamais il y a une hausse des taux d'intérêt, elle n'aurait un impact sur le coût de la dette que progressivement. Là aussi, tous ceux qui nous disent tout d'un coup ça va augmenter et là la charge de la dette va exploser, ça n'est pas la vérité. À partir du moment où nous empruntons à taux fixe, l'ensemble de ce qui a été emprunté sera remboursé à taux fixe. C'est sur les nouvelles levées de dette qu'il pourrait y avoir une augmentation, mais uniquement sur les nouvelles émissions de dette. Je pense de manière plus globale que dire la vérité ne veut pas dire jouer avec les peurs des Français. Personne ne l'a fait dans cette salle et dans cette commission, je vous en remercie. Mais je pense que c'est notre responsabilité politique de dire sincèrement la vérité aux Français, mais sans jouer avec leurs peurs. La France n'a pas de problème pour lever de la dette et il n'y aura pas d'impact brutal sur le niveau de remboursement de cette dette dès lors que les émissions et les emprunts sont faits à taux fixe. Troisième élément, et ça rejoint des remarques qui ont été faites notamment par M. Dallier, c'est que bien entendu ce raisonnement ne se tient qu'à partir du moment où le ministre des Finances français garantit au marché le remboursement de cette dette dans des délais qui peuvent être des délais longs, parce que chacun sait que cela prendra du temps, étant donné le niveau de dette auquel nous sommes parvenus, mais la garantie du remboursement de la dette fait la crédibilité de la signature française. Et la crédibilité de cette garantie tient aux mesures que nous proposons, croissance, réduction des dépenses publiques le moment venu quand la croissance sera de retour, et réforme structurelle, dont la réforme des retraites. Et pardon de le rappeler parfois avec beaucoup d'obstination, mais c'est aussi ça qui fait que lorsque nous levons de l'argent sur les marchés, nous avons des investisseurs qui restent intéressés par notre dette. Enfin, je veux signaler à tous ceux qui disent qu'on ne rembourseront pas la dette, qu'ils auront expliqué aux Français qui ont investi dans la dette française, qui, je le rappelle, est détenue à 25% par des épargnants français, qu'ils ne les rembourseront pas le moment venu. Je pense qu'ils seront très heureux de l'apprendre.